Donc bonjour à tous, il est 10 h, donc on va commencer. Donc dans cette salle, on va parler en fait d'un retour d'expérience des principales difficultés rencontrées par les managers en particulier pendant la transition vers une organisation agile. Donc tout d'abord, merci à nos sponsors qui sans eux, cette journée n'aurait pas pu avoir lieu. Et avant de commencer, je voudrais savoir un petit peu qui vous êtes, pour savoir comment un petit peu orienter cette session. Donc, parmi vous, y a-t-il des managers? Ok. Des dirigeants? Des développeurs? Ok. Est-ce qu'il y a des Scrum Masters ou des Product Owners? Ok, super. Donc, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? En fait, moi, ce que j'ai eu envie de faire, c'est vraiment un retour d'expérience sur ce que j'ai vécu en tant que coach qui accompagne les équipes, mais aussi en tant que manager, parce que je suis aussi manager d'une équipe. Et je vais vous parler vraiment des difficultés rencontrées pendant la transition. Cette session, elle est basée essentiellement sur des constatations, des problématiques rencontrées et des solutions qui ont pu être mises en œuvre en fonction des contextes. Je tiens quand même à vous alerter, c'est que les propositions proposées ici, finalement, elles sont quand même très contextuelles. Et comme on touche au facteur humain, ce n'est pas forcément transposable dans tous les contextes. Donc pourquoi j'ai décidé de vous parler de ce sujet aujourd'hui? Parce qu'en fait, on voit que les enquêtes montrent que le middle management, plus particulier, est un frein dans la transition vers l'agilité. Pourquoi? Moi, j'en ai déduit que c'est un sujet qui est très mal documenté, parce que typiquement, quand on parle de Scrum, le rôle du manager est complètement invisible. On n'en parle pas du tout, parce qu'on parle d'auto-organisation et finalement, on oublie cet axe. Et pourtant, dans la vraie vie et dans nos organisations, on a des managers. Et de toute façon, même quand on transpose l'organisation, on a des rôles existants et des managers existants. Et donc, comment faire évoluer ces rôles et quel positionnement leur donner? Donc cette session, elle est en fait pour tout le monde, mais vraiment plus orientée pour des managers. On va essayer de faire une session un petit peu interactive. C'est-à-dire que je vais vous faire une première partie un petit peu pour vous donner la vision de ce que c'est le management agile, en tout cas ma vision à moi. Et ensuite, dans un deuxième temps, je vais exposer plusieurs difficultés rencontrées. Et l'idée, c'est de faire vraiment un temps d'échange pour chaque difficulté et qu'on puisse en parler. Donc, juste avant de commencer, je vais me présenter rapidement. Donc, Céline Stoder. Je fais partie de la société CLT Service, donc une société parisienne, où on fait du développement logiciel sur mesure et de l'accompagnement, donc du conseil et de la formation. Moi, j'ai à la base un parcours technique, je viens du développement, et en gros, j'ai pratiqué les méthodes agiles depuis environ 6 ans, que j'ai découvert à travers l'extreme programming. Puis ensuite, on a découvert Scrum, il y a 5 ans, qu'on a essayé de mettre en place, on a eu pas mal de difficultés. Et là-dessus, on a rajouté du Lean. Donc peu à peu, j'ai pris des rôles de Scrum Master et Product Owner. Aujourd'hui, je suis manager de l'équipe conseil et formation et je suis aussi coach agile. Donc, je vous mets mes coordonnées, n'hésitez pas à m'envoyer des mails si vous avez des questions après cette session. Donc en gros, ma vision du management agile, c'est un rôle qui change pour moi assez fondamentalement, parce qu'on parle beaucoup d'auto-organisation, de collaboration, et on passe vraiment d'un mode où on est dans du command and control, c'est-à-dire où les managers sont vraiment là pour répartir le travail, décider de qui fait quoi, faire du micro-contrôle, vraiment prendre les décisions importantes. Donc du coup, qu'est-ce que ça implique derrière ça?
quand on est dans ce mode-là, c'est qu'on constate moins d'implication de la part des gens, parce que forcément, ils ne sont pas partie prenante dans les décisions. Ça implique aussi que les développeurs sont plutôt dans un mode vraiment d'exécutant. On leur donne des tâches à faire, ils n'ont pas trop de liberté pour créer. Et ça entraîne souvent un espèce de travail dans l'urgence qui est amené par justement le micro-contrôle. On vient mettre la pression tous les jours pour savoir où on en est, est-ce qu'on va livrer à l'heure. Voilà, ça c'est ce que j'ai constaté. Dans l'agilité, on passe sur un mode un petit peu différent, puisqu'on est plutôt sur la collaboration, les interactions, la facilitation. Et donc, ce qu'on essaye de faire déjà au niveau du management, tout d'abord, c'est la mise en autonomie des équipes, qui est un point essentiel. Ensuite, toutes les décisions importantes, typiquement sur les projets, là, on va impliquer l'équipe très tôt dans le processus pour justement les faire prendre part aux décisions, à la conception et ensuite à la réalisation. Pour moi aussi, le manager dans une équipe agile, il a vraiment un rôle de facilitateur. À ne pas confondre avec le Scrum Master qui a aussi un rôle de facilitateur, mais lui, c'est plutôt au niveau de l'entreprise. C'est-à-dire, oui, le Scrum Master est là pour repérer les obstacles et aider les équipes, mais plutôt sur un mode projet ou développement produit. Le manager, lui, va s'occuper de tout ce qui est contrainte de l'entreprise, aider les gens dans leur parcours de formation, aider les gens pour leur congé, enfin, ce genre de choses. Ça, c'est pas délégué au Scrum Master. Donc, qu'est-ce que ça change finalement, le mode Connect and Collaborate, c'est une implication des gens dès le départ. D'ailleurs, c'est ce qu'on prône un petit peu avec Scrum, l'engagement, l'implication. Et ça change aussi le travail du développeur. Parce que finalement, il passe d'un mode où il est vraiment exécutant à un mode où il devient créateur de valeur pour l'entreprise. Comme il est impliqué dès le départ dans le processus de décision, son rôle change et ça lui permet vraiment de s'impliquer. Ensuite, pour moi, le management agile, c'est aussi basé sur la motivation des gens. On demande beaucoup d'implication aux gens, de s'investir, et du coup, la motivation, c'est vraiment hyper important. C'est aussi basé sur la relation. C'est-à-dire qu'on va supprimer des tas d'intermédiaires qu'on trouve en gestion de projet classique. Parce qu'en fait, dans un mode de gestion de projet classique, on va avoir une équipe qui va parler à un chef de projet, qui va parler à un autre chef de projet peut-être, puis à des clients. On a toute une chaîne d'intermédiaires. L'idée, là, c'est de supprimer tous les intermédiaires. Donc le manager va aussi avoir un rôle de facilitateur là-dedans, pour justement fluidifier toutes les interactions avec tous ces gens-là. Et également, la motivation, c'est basé sur un état d'esprit de confiance, où si on peut se dire les choses, ça aussi, ça motive les gens. Donc c'est hyper important. Le troisième point, c'est que on parle beaucoup d'expérimentation. Pouvoir expérimenter, ça veut dire déjà avoir le droit de commettre des erreurs. Parce qu'on expérimente, ça veut dire qu'on n'est pas sûr du résultat. Et pour pouvoir permettre justement vraiment un processus agile, le manager doit se positionner dans ce contexte où il autorise les gens à expérimenter. Ça veut dire valoriser les succès, bien sûr, mais aussi valoriser les apprentissages quand il y a des échecs. Et pour moi, vraiment devenir agile, c'est vraiment un gros changement, un changement un petit peu de culture, un changement d'organisation. Et ça s'accompagne. Et le manager a vraiment pour rôle d'accompagner son équipe dans ce changement.
Donc finalement, si le manager ne fait plus justement de microcontrôle, l'affectation des tâches aux gens, qu'est-ce qu'il fait? Son rôle, c'est de porter les valeurs de l'entreprise, les valeurs de l'agile, contextualisées dans son entreprise, et surtout de comprendre le sens de ce qu'on fait, et pouvoir ensuite l'adapter en fonction justement de ce qui se passe dans l'entreprise. Et c'est aussi, pour moi, guider les gens par l'exemple, en termes de positionnement et d'attente. Son rôle, c'est de motiver les gens aussi, même si on a un Scrum Master qui est un peu un coach et qui va entraîner les gens, c'est au-delà, mettre en énergie et aussi valoriser. Ensuite, c'est challenger l'organisation. Parce que moi, ce que j'ai constaté, c'est que quand on parle de Scrum plus particulièrement, on parle vraiment d'une équipe, on oublie tout ce qu'il y a autour. On est dans un développement produit et on oublie un peu de parler des contraintes de l'entreprise. Typiquement, moi je travaille dans un centre de service. Notre contrainte, c'est d'être rentable. Donc, on traite plusieurs clients, on traite plusieurs projets en parallèle. Le rôle du manager, chez nous, c'est justement de faire de bien communiquer ces contraintes à l'équipe, qu'elles en aient conscience, et de donner du sens. C'est-à-dire redescendre la stratégie de l'entreprise, dire où on va, pourquoi on veut le faire, vraiment apporter de la cohérence du coup. Et aussi permettre, quand on a plusieurs équipes, justement la cohérence dans les process, une certaine capitalisation de ce qu'on fait, redistribuer et partager les apprentissages. C'est aussi, son rôle, c'est aussi d'installer et de garder un niveau de confiance élevé. C'est-à-dire quand on fait une transition, on change, donc on va avoir beaucoup de freins, des inquiétudes. Forcément, le changement, c'est difficile parce qu'on ne connaît pas ce qui nous attend. Et son rôle, ça va être vraiment justement d'installer ce climat de confiance et de le garder peu à peu. Ça passe par plusieurs choses. Comme je vous disais, c'est reconnaître et valoriser les succès, même les petits succès, parce que les petites victoires entraînent les grandes, donc c'est important de bien valoriser tout ça. Et de minimiser les échecs en se posant la question, du coup, qu'est-ce qu'on a appris et comment on peut faire évoluer notre système, même si on a eu un échec. Est-ce que pour l'instant, ça va? Est-ce que vous avez déjà des questions avant de passer à la deuxième partie? Non, pas de questions? Ok, j'avance. Donc voilà, cette deuxième partie, c'est vraiment la partie retour d'expérience, mais j'avais besoin de recontextualiser avant de vous parler de cette deuxième partie. Donc j'ai identifié en gros 5 grosses difficultés que j'ai rencontrées au cours de mes coachings ou même moi en tant que manager. Et ce que j'ai constaté en tout cas, c'est que le middle management est vraiment un frein dans la transition agile et peut aussi permettre le succès d'une bonne transition. Donc la première difficulté que je rencontre assez régulièrement, c'est un manager qui s'occupe d'une équipe qui devient peu à peu organisée, enfin auto-organisée. Il y a un sentiment de perte de contrôle, de pouvoir, et la question qui se pose, c'est à quoi je sers? Donc je vais vous raconter une petite histoire. Il y a à peu près un an, j'ai rencontré Franck, qui était en fait un ancien expert technique, qui est passé manager pendant 2-3 mois. Et ensuite, l'entreprise a décidé
d'optimiser un petit peu sa façon de faire. Et la stratégie, ça a été d'aller plutôt vers l'agilité. Donc pendant les formations, il a bien compris qu'il devait donner la capacité de décision à ses équipes et les laisser s'auto-organiser, vraiment. Donc voilà. Peu à peu, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il est passé dans un mode complètement opposé. C'est-à-dire qu'il s'est mis à contrôler en permanence les gens. Il les impliquait faussement dans les prises de décision. Et il s'opposait régulièrement au choix de l'équipe. Du coup, ça a généré pas mal de conflits entre lui et son équipe. Et il s'est peu à peu exclu de son équipe. Ce qui s'est passé en fait, c'est que lui le vivait très mal. L'équipe était faussement autonome, c'est-à-dire il y avait une impression d'autonomie, mais en fait il contrôlait tout derrière. Et l'ambiance s'est peu à peu dégradée, il y a eu des départs dans son équipe. Et il a vraiment eu l'impression de se sentir inutile. Et ce qu'il se disait régulièrement, c'est finalement, vu que l'équipe s'auto-organise, c'est quoi ma valeur à moi dans cette équipe? Vraiment, à quoi je sers? Donc du coup, là je vous parle vraiment d'un cas spécifique, ce ne sera peut-être pas le cas chez vous si vous avez la même situation, mais ce qu'on a fait du coup pour aider ce manager, c'était déjà clarifier son rôle. C'est-à-dire, comme on change le type d'organisation, la façon de fonctionner ensemble, on va se dire, clarifions les rôles de chacun. Du coup, on a fait un grand brainstorm avec l'équipe et le manager, et on s'est dit, justement, qu'est-ce qu'on attend les uns des autres? Nous, en tant qu'équipe, qu'est-ce qu'on attend de toi avec notre nouvelle organisation? Ensuite, il y a eu un gros travail qui a été fait sur lui en disant, ok, j'essaie de ne pas intervenir, et je les laisse prendre leurs décisions, expérimenter, et je suis vraiment là aussi pour challenger, voir s'ils se posent les bonnes questions, et prendre vraiment du recul sur ce qui se passe. Et ensuite, ce qu'on a préconisé aussi et ce qui s'est passé, c'est que le manager s'est fait accompagner par les RH, en fait, pour justement lui permettre de trouver son positionnement avec l'équipe. Donc il s'est vraiment fait accompagner, ce qui lui a permis aujourd'hui d'être vraiment dans un mode où il est très collaboratif avec son équipe, et l'équipe a réussi à trouver sa place. Alors, autre difficulté que j'ai rencontrée, c'est en gros, vraiment, en tant que manager, comment je gère la gestion du changement de poste. C'est-à-dire que anciennement, j'avais des équipes de développement, j'avais des chefs de projet, j'avais des MOA. Et quand on regarde un petit peu l'agilité, et plus particulièrement Scrum, on nous parle de Scrum Master, on nous parle de Product Owner, d'équipe auto-organisée. Et du coup, on se pose la question, mais du coup, qui va devenir quoi? Donc, pour la petite histoire, je travaillais avec Nicolas. Nicolas, en fait, qui était manager dans une banque. Et il s'occupait en fait d'une équipe de chefs de projet, d'une équipe de MOA et d'une équipe de développement. La première question qu'il m'a posée, c'est ok, je comprends bien tout ça et je fais un petit peu facilement le rapprochement. Donc mes MOA vont devenir des product owners, mes chefs de projet vont devenir des scrum masters et mon équipe, elle va se débrouiller un peu tout seul, mais je vois, c'est hyper facile en fait, on ne change pas grand-chose. En fait, c'est pas si simple. C'est-à-dire qu'un product owner et un MOA, c'est quand même pas la même chose, on ne demande pas les mêmes qualités. Ils n'ont pas forcément la même capacité de prioriser, de prendre des décisions, parce qu'un PO, c'est quelqu'un quand même, on lui demande de faire des choix et de prendre des décisions sur le produit ou sur le projet.
Et le MOA n'a pas forcément cette capacité. Et le chef de projet, il est quand même dans le microcontrôle, il est dans la répartition des tâches, et on lui demande de devenir facilitateur. Donc c'est pas forcément transposable de cette façon. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que les gens commencent à se poser beaucoup de questions, et notamment parce que les chefs de projet, eux, ils ont réussi dans leur vie, parce que dans le type de carrière à la française, on réussit quand on devient chef. On a une espèce de transposition comme ça, où quand je parle à des étudiants qui sortent de l'école, ils me disent moi je veux devenir tout de suite chef de projet, quoi. Et on ne peut plus être développeur, le métier de développeur est plus valorisé, et la façon de bien réussir sa carrière, c'est de passer chef. Donc, du coup, en plus, avec ces changements de rôle, on perd cette notion de chef, quoi. On a un product owner et on a un scrum master, quoi. Donc c'est un peu difficile. Donc ça pose vraiment des inquiétudes au niveau des équipes, en se demandant, ok, ça va être quoi mon positionnement dans l'organigramme maintenant, et s'il n'y a plus chef dans mon titre, qu'est-ce que ça veut dire? Et du coup, ces gens-là sont régulièrement des freins. C'est-à-dire qu'ils savent pas trop comment se positionner, ils sont inquiets, ils manquent de réponses, donc ils sont un peu réfractaires, ils continuent à un peu micro-contrôler, et ils ont aussi une inquiétude de voir leur poste disparaître. J'ai déjà entendu des gens qui me disent ok, je deviens product owner, et tel qu'on l'applique les méthodes aujourd'hui, c'est le rôle des architectes de faire ce job. Donc, dans 2 ans, les architectes vont être capables d'écrire des super user stories et mon rôle va disparaître. Mais en fait, ça ne se passe pas comme ça. C'est vraiment, il faut poser le cadre, leur dire, voilà, c'est quoi votre rôle aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attend de vous. C'est pareil, ça peut se faire soit par des fiches de poste, tout simplement, reclarifier les fiches de poste. On change de rôle, donc il faut reclarifier les fiches de poste. Ça peut être aussi justement profiter qu'on est vraiment dans un mode collaboratif pour échanger sur nos nouveaux rôles. Dire les développeurs, les PO, les Scrum Masters, échangeons tous ensemble et essayons de justement voir ce qu'on attend les uns des autres. Pour la petite histoire, là dans cette organisation, les chefs de projet techniques sont devenus des référents. Ils avaient un petit peu un rôle de conseil en fait auprès des équipes dans un mode de consultant. Donc ils ne sont pas du tout devenus Scrum Master. Certains sont devenus Scrum Master quand même. Certaines personnes des équipes de développement sont aussi devenues Scrum Master. Et certains MOA sont devenus Scrum Master. Donc vraiment ça a été fait en fonction des affinités, des qualités humaines de chacun, de ce qu'ils avaient envie. Et certains autres MOA sont devenus des assistants PO, en travaillant sur vraiment tout ce qui était définition des tests d'acceptance, qui est quand même un gros boulot. Donc ils étaient là vraiment pour assister le PO, pour l'aider justement à clarifier. Parce qu'on associe souvent Agile et plus du tout de documentation, plus de spécification. On change la manière de faire, mais être PO, c'est quand même un gros boulot, quoi. Donc, on peut se faire accompagner. Et là, dans cette organisation, les MOA, du coup, sont devenus assistants PO. Est-ce que vous avez déjà rencontré ce type de questionnement ou de difficultés dans vos organisations? Oui. Du coup, qu'est-ce que sont devenus vos chefs de projet ou vos MOA Ils ont éprouvé par eux-mêmes un peu leur vision de l'agilité. Merci. Et on a revu après avec grâce à la formation, en fait, on a essayé de remettre des termes sur les concepts qu'on avait mis en œuvre via les équipes. Et puis voilà, et puis derrière, moi j'ai envie d'expérimenter des choses aussi. Je sais que de faire des Scrum Masters tournants aussi sur plusieurs sprints pour que chacun expérimente ça. Donc il y a des idées comme ça qu'on fait émerger. Mais c'est vrai que par facilité, au début, les chefs de projet sont devenus Scrum Master. La difficulté a été surtout de
de rester responsable d'une release en ayant en même temps un certain niveau d'autonomie sur l'équipe et du coup, genre de perte de contrôle et d'être un peu en glissé-dérapé qui faisait qu'il y avait une certaine dose de stress. Mais voilà, l'idée c'était de les accompagner là-dessus, de se rendre compte que la capacité nous permettait assez vite de voir. Mais c'est vrai qu'il y a eu un genre de... On se jette dans le vide et, et une vraie tentative qui a été plus ou moins réussie selon les équipes en fait. Et le niveau de confiance. Et puis il y avait des chefs de projet aussi qui maîtrisaient bien leur projet, etc. et qui ont eu plus de difficultés à se dire pourquoi changer. Alors que pour d'autres qui étaient plus en difficulté, il y avait un vrai intérêt vital à le faire. Donc c'est vrai qu'il y a eu toute une diversité dans l'entreprise qui était super intéressante, en plus à partager entre eux, quoi. Merci de votre partage. Donc du coup, ça lève aussi la question suivante, c'est du coup on change les rôles, et du coup comment on gère l'évolution de carrière des gens. C'est-à-dire, est-ce que mes développeurs sont amenés à devenir soit Scrum Master, soit Product Owner? Quand on est dans une grosse organisation, comment on gère ça? Parce que c'est pareil, quand on lit le manuel Scrum ou ce genre de choses, c'est des questions qui sont jamais évoquées. Et quand on met en place l'agile et qu'on pratique depuis un certain temps, et qu'on fait les entretiens annuels des développeurs, ils nous disent, bon ok, maintenant qu'est-ce que je fais? J'aimerais bien passer à autre chose. Là, je vois le devoir, devenir Scrum Master ou devenir Product Owner. Mais finalement, on peut se rendre compte qu'il y a d'autres ouvertures. Donc, en ce moment, je m'occupe d'une équipe, de plusieurs équipes en fait, qui sont managées par Pierre en fait. Lui, en fait, il s'occupe d'une équipe de chefs de projet et d'une équipe de développeurs. Dans cette organisation, c'est un peu particulier. Et typiquement, au bout d'un mois de changement d'organisation, il me pose cette question. Maintenant, ok, c'est bien, l'agile, on s'auto-organise, on fait plein de choses, on livre plus fréquemment et je vois pas mal de rôles dans mon organisation qui ne trouvent pas trop de place. Typiquement, j'ai des architectes, j'ai des designers, j'ai des testeurs, j'ai des gens qui font du graphisme. Et maintenant, ok, s'ils veulent aller plus loin, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution? C'était des questions aussi qui étaient soulevées par les gens peu à peu dans la transformation. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que ça a généré une espèce d'inquiétude, de se dire ok, on nous demande de nous impliquer plus, de fournir plus d'efforts, et est-ce que pour autant on gagne plus, ou est-ce que on a une perspective d'avenir plus grande? Donc du coup, ce que ça peut créer aussi un petit peu comme conséquence maintenant, c'est que les gens qui ne trouvent pas de réponse peuvent s'en aller de l'entreprise à cause des inquiétudes que ça génère, ou peuvent être des freins au changement. Donc dans cette société, qu'est-ce qu'on a fait? On a justement réuni un petit peu tout le monde et on a essayé d'envisager les pistes possibles d'évolution. Et là, on s'est dit, bah, ok, même si dans Scrum ou dans d'autres types de méthodes agiles, on ne parle pas trop des autres rôles, ça ne nous empêche pas de justement d'adapter ça à notre contexte et du coup de faire des nouveaux postes. Typiquement, les gens qui sont très bons techniquement peuvent devenir des sortes de consultants techniques qui vont tourner dans toutes les équipes pour apporter leur expertise. D'autres développeurs pourront évoluer vers du Scrum Mastering ou vers du management. Il y a aussi toute la place d'apporter de la cohérence entre les développements et les systèmes de production. Donc là aussi, on peut trouver des nouveaux rôles pour l'évolution de carrière. Il y a aussi toute la partie architecture, même si
Dans une équipe agile, on fait l'architecture, le développement, le test, voilà, ça ne nous empêche pas d'avoir une équipe d'architectes qui vient travailler avec les équipes agiles. Et les PO peuvent évoluer aussi, peuvent carrément changer, devenir Scrum Master, pourquoi pas, ou devenir sur des projets ou des produits qui seront plus transverses dans les grosses organisations ou évoluer vers du management. Est-ce que vous vous êtes déjà posé ces questions dans vos entreprises? Comment vous les avez résolues de votre côté? Ouais, mais dans une organisation classique, on a quand même un chemin qui est assez clair, quoi. On est développeur, on passe chef de projet, on passe responsable d'équipe, ensuite on passe responsable de département. C'est lié à la taille aussi de la société. Moi, je vois de mon côté, on a une petite PME. Voilà. Pour moi, je vois pas vraiment la problématique spécifique à l'agile. Je pense que c'est plus lié à la taille de la société et puis des possibilités d'évolution qui sont offertes. Alors, moi, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est les développeurs, c'est un environnement technique, et c'est aussi une motivation. Il n'y a pas que la motivation de manager, etc. C'est aussi la possibilité d'évoluer techniquement, de mettre en place des nouvelles technologies, etc. Et je pense que ça aussi, c'est un moteur assez d'évolution de carrière aussi, de dire que j'aurai la possibilité d'expérimenter d'autres choses. Voilà. Justement aussi, quand on essaye de passer une organisation au-delà de l'équipe à l'agile, ce qui se passe, c'est qu'on supprime quand même quelques niveaux de hiérarchie. Le but, c'est de faire quelque chose de plus plat possible pour justement faciliter la communication, rapprocher les liens. Donc il y a quand même pas mal de branches hiérarchiques qui peuvent partir. Quand on regarde aujourd'hui les grosses entreprises, on est des fois chef de projet de nous-mêmes, quoi. Et du coup, on a des niveaux hiérarchiques un peu type armée mexicaine où on est responsable de soi, puis on a un chef, puis on a un chef, puis on a un chef. Et finalement, ça fait facilement 15 niveaux de hiérarchie. Et ça, quand on passe plus largement l'organisation vers l'agilité, c'est une vraie problématique. Parce qu'on se dit, ok, nos managers, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Parce qu'on va essayer de faire quelque chose de plus plat. Qu'est-ce qu'on en fait? Peut-être dans une PME, on voit moins le lien tout de suite. Alors moi, je suis dans un groupe important, pas énorme, mais c'est pas la taille d'une PME. Et moi, j'ai quand même cet aspect-là pour moi rejoint un petit peu la question de Monsieur tout à l'heure. À savoir qu'il y a deux choses pour moi que vous avez évoquées. Il y a la problématique de l'évolution, du progrès personnel et de l'apprentissage. Et là-dessus, il y a une part quand même individuelle importante. Et il y a la question de la rémunération. Voilà. Et moi, j'ai eu souvent des développeurs qui sont venus me voir en me disant « Mais là, tu m'as dit que c'était bien ce qu'on avait fait, donc maintenant, je veux un peu d'argent. » Pour ça, moi, en tant que manager, avec des directeurs qui me donnent qui me le donnent cet argent, parce que moi je l'ai pas, j'ai besoin de marge de manœuvre. Pour avoir des marges de manœuvre, il faut qu'on prouve et qu'on ait un certain nombre de résultats, de la confiance qui s'installe vis-à-vis de la direction. Et pour moi, alors j'entends que le manager peut être un frein. Chez moi, je pense pas que ce soit le cas. La problématique que j'ai, elle est plutôt vers le haut. Et je rejoins donc la question. C'est toujours pareil, l'échec, la réussite. C'est ça, avant tout, qui va faire que je vais pouvoir valoriser les gens. Et les développeurs le sentent. Ils voient bien que je voudrais, mais que j'ai pas, pour l'instant, en tout cas, les moyens de le faire. Et je n'ai pas trouvé de solution à ce problème. Du coup, quelle est votre question précisément? Non,
c'est plus une remarque, c'est que je ne vois pas cette question-là, elle m'est posée, mais elle rentre pour moi dans une problématique plus large, qui est faire accepter au niveau du groupe lui-même, et du côté des RH et du côté de la business unit, le fait qu'il faut savoir valoriser ces mecs, quoi. C'est vrai qu'en plus, l'agilité vient souvent d'en bas. C'est-à-dire que c'est souvent les développeurs qui constatent des problèmes dans leur organisation, des problèmes dans leur façon de travailler et qui veulent aller là-dedans. Du coup, ils ont souvent le soutien de leur manager et ça peut bloquer rapidement au-dessus. Il faut savoir que comme on essaye en tout cas de communiquer plus directement, de livrer plus vite, ça veut dire aussi que ça impacte en fait toute l'entreprise. Ça, on s'en rend compte très vite. Et si on n'a pas un soutien de la direction, mais vraiment du tout haut en bas, et même sur les systèmes transverses, finalement, parce que nous, même si on développe un projet, souvent dans les grands groupes, ce qui se passe, c'est qu'on a une équipe qui développe, une équipe qui pousse en prod, une équipe qui fait la TMA. Du coup, vraiment, tout ça, c'est lié, en fait. Et il faut très vite mettre un petit peu tout le monde dans la boucle et étendre le périmètre. Et je pense que si on n'a pas l'appui de la direction, on est très vite bloqué. Et on pointe tout de suite les limites du système. Donc il faut aller chercher le sponsoring de la direction en leur montrant qu'est-ce que ça peut apporter comme bénéfice, qu'est-ce qu'on a déjà fait. C'est hyper important de mesurer, de dire bah voilà, on est parti de là, voilà où on en est aujourd'hui. Donc maintenant, si on veut aller plus loin, ok, on a besoin de vous et comment vous pouvez nous aider. Juste pour intervenir par rapport à ce que vous disiez, en fait, dans l'expérience que j'ai eue, moi je suis arrivé dans une entreprise où en fait j'ai amené l'agilité au début. Et c'est vrai que je me souviens d'un des premiers rendez-vous où je suis allé voir la direction pour essayer de garder un budget de personnes en prestation. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on a mis en place les démos de fin de sprint, etc., très vite en fait, les gens sont devenus visibles. Et plutôt que d'avoir un travail à valoriser en quoi servait cette personne, le fait de les rendre visibles a en soi porté cette nécessité-là. Et je me souviens que donc 3 mois après, je suis remonté à Paris pour essayer de renégocier ces budgets-là. Et en fait, je me suis rendu compte que les budgets étaient déjà positionnés sur toute l'année au niveau de la direction, parce qu'ils avaient compris ce que ces personnes-là amenaient, quel projet elles portaient, quels étaient l'intérêt qu'ils amenaient, etc. J'ai eu une autre difficulté aussi, c'était par rapport aux équipes de test, qu'on arrivait très difficilement à valoriser. Et l'agilité nous a obligés à industrialiser pas mal de nos tests. Donc j'ai eu la chance de recruter quelqu'un que je connaissais par ailleurs, mais qui a vraiment apporté un travail incroyable. Et du coup, on a valorisé ça, c'est-à-dire j'ai fait acheter des grandes télé que j'ai placées dans mon centre R&D. Et bon, à l'époque, tout le monde s'est moqué de moi avec ces télés-là, mais on faisait tourner nos tests automatiques sur ces écrans. Tous les gens qui venaient en visite au R&D les ont vus, ont valorisé. Et c'est vrai que en 3 ans, je sais que là, j'ai eu un énorme plaisir, il n'y a pas très longtemps, d'entendre citer un des testeurs lors d'un meeting de la part de quelqu'un qui était très très haut placé. Et de me dire tiens ce testeur-là par son travail, parce que bon c'est vraiment moi j'ai rien fait quoi, si ce n'est le recruter et lui permettre d'être visible. Et du coup ça valorise complètement cette gamme de travail là. Et c'est vrai que du coup les équipes se rendent compte de ce qui peuvent leur manquer et proposent eux-mêmes des postes. Là on est en train de tout restructurer encore une fois. Moi aussi j'étais responsable de 4 équipes de développement, je suis redevenu Scrum Master puisque pendant un moment, et puis là on restructure quelque chose de plus transverse, donc il faut accepter aussi de perdre un certain pouvoir, ou à la limite, ça remet pas en cause mon implication dans l'entreprise ou des choses comme ça, mais voilà, on s'adapte, on rejoint sur des choses, et à partir du moment où le travail qui est fait par les équipes et que l'on porte est visible, il y a une reconnaissance qui se fait assez naturellement, quoi. Donc, 4e point qui va être évoqué là maintenant, c'était votre question, il me semble, c'est justement, en tant que manager, on me demande d'être garant
des équipes. On me demande d'être responsable, de maximiser la rentabilité des projets, de respecter les contraintes de l'entreprise. Et la question qui est posée, c'est du coup, si l'équipe s'auto-organise, qu'elle prend ses décisions, comment je peux être responsable de quelque chose que je ne maîtrise pas? Et ça, c'est une question qui se pose quand même assez souvent. Donc, j'ai accompagné un manager il y a un peu plus d'1 an. Où en gros, il était responsable de 6 personnes. Et l'équipe était déjà agile en fait. Et c'était une PME donc, qui a grossi. Donc qui a mis un manager en place sur une équipe qui était en lien direct avec la direction. Donc il est arrivé dans ce contexte où l'équipe était déjà très autonome, prenait ses décisions, avançait bien. Donc lui, il a été nommé manager de cette équipe. Donc gros problème de positionnement, parce qu'il est arrivé un petit peu comme un cheveu sous la soupe près de l'équipe en se disant bah ok, nous on se débrouille tout seul, on n'a pas besoin de toi. Par contre, lui, il avait un vrai job. Son job, c'était justement de piloter les projets dans le sens gouvernance et de garantir que la rentabilité était là, ce que ne faisait pas l'équipe. Parce que du coup, le PO était vraiment côté client, lui, il maximisait son ROI produit. Par contre, côté société de service, voilà, il fallait quand même quelqu'un pour garantir que ce qu'on faisait, c'était rentable. Donc avec l'arrivée de ce manager, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que peu à peu, l'équipe a commencé à donner de moins en moins de visibilité. C'est-à-dire, ok, on se rapproche, le manager est pas forcément avec nous, en tout cas il n'était pas là dès le départ, donc il est un petit peu exclu. Ça a généré pas mal d'inquiétudes, surtout sur le positionnement des gens. Ok, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi son rôle? C'est quoi le nôtre maintenant? Qu'est-ce qui change? Et lui, son sentiment, c'était de devoir toujours prouver son apport à l'équipe. C'est quoi sa valeur ajoutée? Il se posait toujours ce genre de questions. Vraiment, c'est ok, l'équipe fonctionnait bien tout seul avant. Comment je fais pour prouver ma valeur aujourd'hui? Donc, ce qui s'est passé un petit peu comme conséquence dans cette équipe, c'est que des gens sont partis, qui était en conflit avec son manager, donc peu à peu. Et il y a eu une espèce de une grosse cohésion d'équipe qui s'est faite et vraiment un îlot à part avec le manager. Et la scission s'est de plus en plus agrandie. Donc qu'est-ce qu'on a fait pour justement remettre les choses en ordre? Donc quelque chose que je vous ai déjà parlé, c'est déjà clarifier le rôle. Ok, on rajoute un rôle dans l'organisation. Donc, c'est de réfléchir sur quel est mon rôle, qu'est-ce que l'entreprise attend de moi, qu'est-ce que l'équipe attend de moi, et surtout de jouer sur sa valeur ajoutée. C'est-à-dire en tant que manager, où sont mes forces? Parce que l'équipe, elle tourne bien, mais elle a sûrement besoin d'aide. Donc comment je peux utiliser mes forces pour justement les aider à mieux fonctionner? Donc on a fait des sessions comme ça de brainstorm tous ensemble. Et peu à peu, les liens sont soudés. On a fait pas mal de team building aussi, justement pour faire en sorte que les gens se connaissent, se rapprochent. Et surtout, son job à lui aussi, c'était vraiment de prendre du recul sur ce qui se passait. C'est-à-dire quand on est trop dedans et qu'on se sent rejeté, ce qu'on veut surtout, c'est garder le contrôle. Et du coup, on remet une couche de micro-contrôle, de j'attends ça de vous, donc hyper exigeant, et sans pour autant que ce soit justifié. Donc là, vraiment, tout l'effort s'est porté sur la clarification des rôles et du team building. Est-ce que vous avez déjà rencontré ce genre de situation? Donc, pour répondre à cette question-là plus précisément, je suis responsable d'une équipe, on me demande de garantir certains résultats, mais je ne contrôle pas les décisions.
Donc, nous, ce qu'on a mis en place, c'est typiquement déjà définir le champ de décision de l'équipe. Ok, c'est quoi le périmètre dans lequel l'équipe est autonome? Parce que c'est vrai qu'on peut vite déborder les frontières. Est-ce que ça dépend de nous? Est-ce que ça dépend pas de nous? Voilà, donc c'est déjà clarifier les responsabilités de chacun. Et surtout, dire, ok, nous, en tant qu'équipe, on peut prendre des décisions sur je sais pas, l'architecture du projet, un refactoring qui coûte moins de 3 jours à faire, vraiment aller dans la spécification de c'est quoi le périmètre de décision de l'équipe. Et du coup, c'est aussi un manager et son équipe, c'est aussi qu'un ensemble, quoi. C'est-à-dire que comme on est sur de l'auto-organisation, c'est de vraiment les sensibiliser et d'apporter du sens sur c'est quoi les contraintes de l'entreprise, c'est quoi les enjeux, les communiquer justement tous ces aspects de rentabilité. Ok, bah voyez, là on a dépassé de 10 jours ce qu'on avait prévu, c'est vous qui avez chiffré l'effort, là on est en train de perdre de l'argent. C'est vraiment les mettre dans cette logique où ils sont co-créateurs, ils génèrent la valeur pour l'entreprise, on les remet dans leurs responsabilités. Et du coup, ce qui se passe, c'est même si le manager est le garant de l'équipe, ça devient un bloc commun qui porte cette responsabilité, avec chacun son périmètre d'action et de décision. Parce que l'agilité, ok, c'est les équipes qui le portent et qui le mènent souvent au départ. Mais si la direction ne va pas dans ce sens-là, l'agilité, c'est le manager qui forcément fait le coup près, puisque la direction, elle, va s'appuyer sur le manager pour s'en servir de fusible et le faire sortir. Alors, juste petite précision, ce que je n'ai pas dit, c'est que le middle management est toujours un frein. Là, ce retour d'expérience, c'est vraiment basé justement sur les difficultés et quand le middle management est un frein. C'est pour ça que c'est très orienté là-dessus. Après, j'ai accompagné des équipes où justement les managers étaient très moteurs, ça s'est bien passé, ils ont porté vraiment les choses. Et du coup, là, ça a été un levier plutôt qu'un frein. Là, cette session-là, elle est vraiment orientée sur plutôt les freins, les difficultés. Donc, c'est pour ça que j'évoque plutôt ces sujets-là. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir là-dessus? C'est l'équipe qui va décider de la planification. Et il se trouve que dans un système au forfait, c'est plutôt le chef de projet qui va planifier, après faire un devis, etc. Et comme on ne peut pas interrompre une équipe Scrum en plein sprint pour lui demander de planifier toute une release qui potentiellement ne va pas être signée, comment on fait? Alors, typiquement, nous, on s'est posé la même question il y a peut-être 2 ans chez CLT, parce qu'on travaille justement sur un centre de service. Et ce qu'on a trouvé comme solution, en tout cas, c'est que déjà, on est un peu sorti de Scrum. C'est-à-dire, on a repris pas mal de choses de Scrum, on a repris les itérations, voilà, mais on a vite trouvé les limites. Parce que Scrum, il ne faut pas l'oublier, c'est dans une logique plutôt d'éditeur de logiciels, on est sur un mode produit. Enfin, vraiment, on développe un produit et pas un projet. Là, sur un centre de service, on est vraiment sur du mode projet. Déjà, donc, il faut faire attention de se dire, ok, Scrum, c'est peut-être pas exactement ce qu'il nous faut. Donc, comment on peut vraiment adapter à notre contexte. Ensuite, nous, pour tout ce qui est avant-vente, c'est l'équipe qui va faire justement les estimations d'avant-vente et qui va... ce qu'on fait, c'est qu'on planifie justement dans les sprints des temps où on sait qu'on va avoir de l'avant-vente à chiffrer. Et c'est donc planifié dans le sprint. C'est un temps réservé pour ça. On a des temps qui sont réservés... typiquement aussi, on gère pareil la formation, on gère quand et on se dit ok, plutôt que se dire on se donne le temps qu'il faut pour le faire et on verra si ça nous prend un jour c'est bien, si ça nous prend 2 jours, on se dit on s'accorde un budget, c'est-à-dire on se dit on chiffre le maximum de choses qu'on peut faire en 4 heures par exemple. Voilà, on inverse un petit peu le processus et du coup c'est vraiment des budgets temps qui sont alloués, puisque c'est pas finalement toutes ces séances d'estimation ou ce dépouillage de fonctionnalités, c'est pas des choses qu'on peut estimer en point d'effort.
plutôt des choses qu'on peut estimer en termes de temps. Donc on fait un espèce de mix entre justement Scrum et la vélocité et les points de complexité et la capacité vraiment de l'équipe où on enlève tous ces temps pour faire notre planification. Donc, la dernière question qui se pose, c'est justement, on travaille dans un mode équipe. Finalement, on ne sait plus trop comment évaluer la performance individuelle. C'est-à-dire, moi, aux entretiens annuels, j'ai des gens qui aiment me voir et ils ne me demandent pas tous la même augmentation. Par contre, ce qui est visible au niveau de l'équipe, c'est vraiment un bloc commun. Et donc, comment justement on peut évaluer que chaque membre de l'équipe apporte sa contribution à livrer le projet et comment justement gérer ces modes de rémunération. Question un peu sensible. Alors moi j'ai vu plusieurs choses, après je dirais que c'est plutôt à votre contexte et à votre... en fonction de vos valeurs, de votre culture d'entreprise, il y a des choses qui sont plus ou moins ouvertes. Mais déjà, je pense que la première chose, c'est de demander à l'équipe comment elle fonctionne. Il faut savoir que dans une équipe, même si quelqu'un est moins bon techniquement, et donc peut-être délivre moins en termes de contenu sur les projets, il peut très bien apporter d'autres choses, c'est-à-dire apporter justement le côté moteur, ou le côté questionnement. Est-ce qu'on se pose les bonnes questions? Est-ce qu'on pose les bonnes questions aux clients? Donc il faut bien faire attention à ça. Il ne faut pas être focalisé que sur la partie production pure. Que chaque équipe a son mode de fonctionnement et du coup on joue un peu sur les qualités et les forces des individus. Ensuite, du coup, ce qui peut être mis en place, ce que j'ai déjà vu, c'est typiquement le manager qui donne le budget d'augmentation à l'équipe. Il dit, voilà, cette année, j'ai un package de 8 000 € et allez-y, vous le répartissez comme vous voulez. Un peu polémique, hein. C'est une des pistes. Ensuite, ça peut être typiquement, là, on parle d'équipe auto-organisée, donc après, à voir si ça fonctionne ou pas, hein. C'est à expérimenter. Ça peut être aussi en fonction des retours de chacun. Donc, faire un espèce justement de consciensus collectif, de sondage collectif, de voir justement quelles sont les forces et les faiblesses de chacun et qui justement fait fonctionner le mieux l'équipe, comment ça se passe. Donc pour ça, le manager doit être en tout cas très proche de ses équipes. Proche de ses équipes, ça veut dire passer quand même beaucoup de temps et souvent informel auprès des gens pour un peu prendre la température. Ça veut dire aussi justement de temps en temps participer aux rétrospectives ou peut-être dans un deuxième temps faire un débrief avec l'équipe. Enfin, voilà, c'est ce genre de choses. Je speed un peu parce que je suis à la bourre. Donc, du coup, est-ce que vous avez des questions? Sa rentabilité, il y a un moment où le temps qu'on passe à faire ça n'est plus rentable et il mieux vaut un fonctionnement classique où on va dire voilà, toi tu auras tant, toi tu auras tant. Je suis pas sûre d'avoir compris la question. À partir de... Voilà, soit on a un fonctionnement classique avec un manager qui dit toi tu fais ci, toi tu fais ça, toi t'attends, etc. Soit au contraire, on a ce mode qui est plus collaboratif. Maintenant, on parle de distribuer le bénéfice en gros. À partir de quel moment c'est plus intéressant de le faire de cette manière ou de le faire de manière classique? Si tout le monde se met d'accord sur combien chacun partage, c'est très bien sur les parts de chacun. Simplement, à partir de quel moment le temps qu'on va passer, que le manager va passer à évaluer le temps de travail, l'apport de chacun, ça risque de perdre sa rentabilité. Je fais face exactement au même problème. Après, donc les pistes m'intéressent. C'est pas forcément quelque chose de très figé. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est ok, si je donne des augmentations et que je les publie, j'en aurais pas honte, quoi. C'est quelque chose de dire ok, si je publie les augmentations annuelles des gens,
ça me pose aucun problème parce que chacun s'y retrouve et sait pourquoi ça a tel ou tel impact. Donc votre réponse, c'est par la transparence. C'est un peu ça. Ouais, j'ai à peu près la même approche. J'ai l'impression qu'en ayant une approche transparente, après la critique, elle va être générale, mais ça permet de progresser plutôt que d'y ait une attribution et une évaluation. Après, je pense que ce type de rémunération n'est pas forcément adapté à toutes les entreprises. Il y a aujourd'hui des entreprises qui ont une culture ou des valeurs qui ne se prêtent pas à ce jeu-là, quoi. Donc il faut bien faire attention de porter ce genre de choses dans les environnements qui sont adaptés, quoi. Ok, mais disons en clair, votre piste, c'est la transparence, c'est ce qui permet ce mode de rémunération. Très bien. Après, ça dépend, je pense, des entreprises. Ah, merci, on ne peut pas généraliser ça sur toutes les entreprises. Ok, non mais c'est ma réponse également, donc ça me va très bien. Ok, donc mon temps est écoulé, mais si vous voulez échanger sur plusieurs thématiques avec moi, on peut se retrouver en haut de la salle. Donc merci à tous pour votre participation.